Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce mercredi, la maternité de Guingamp va fermer ses portes. Nous vous l'annoncions hier. Vient maintenant le temps de la mobilisation. Une action est prévue ce samedi dans les Côtes-d'Armor. Se faire livrer des homards finistériens par la poste. Dans un instant, nous vous présentons un circuit court qui va du producteur au consommateur via votre boîte aux lettres. Et puis rencontre aussi avec des lycéens qui viennent de fabriquer des cartes électriques pour leur baccalauréat. Ils ont présenté leur projet ce mercredi à Pluméliau. Didier Daniel sera aussi avec nous dans cette édition. Bonjour Didier. Bonjour. Et dans le conflit qui oppose le Crédit Mutuel à Arkea, vous avez interrogé les sociétaires. Oui, nous sommes allés à leur rencontre à la sortie de certaines agences. Ils sont dans leur grande majorité confiants. Eh bien, vous nous direz justement dans un instant ce qu'ils vous ont raconté. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT Breton du mercredi 23 mai 2018. Et pour ouvrir cette édition, nous revenons sur l'annonce faite ce mardi par l'Agence régionale de santé. La maternité de Guingamp fermera ses portes le 1er février 2019. L'ARS justifie cette décision par la difficulté de trouver des pédiatres et des anesthésistes. Une explication irrecevable pour la présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, Annie Leouérou. Elle dénonce la mauvaise volonté du centre hospitalier de Saint-Brieuc qui n'aurait pas mis à disposition ses spécialistes, comme cela était pourtant convenu lors du regroupement des hôpitaux. Elle s'est confiée à Mathilde Kemener. Je réfute les arguments de l'ARS. Je pense que Saint-Brieuc a refusé le partage de ses compétences et franchement c'est vraiment un très mauvais signe et c'est une considération pas équitable. En fait, tout le monde n'est pas traité de la même façon. Ce n'est pas l'égalité des soins. Guingamp, la maternité de Guingamp est une maternité de très grande qualité, avec des professionnels de très grande qualité et qui méritent qu'on trouve les moyens pour assurer la permanence des soins en pédiatrie et en anesthésie. Et dès le 1er février 2019, les femmes devront donc se rendre dans les maternités de Saint-Brieuc, Lannion, voire Carhaix pour les accouchements. Les consultations et le suivi avant et après les naissances pourront continuer de se faire à Guingamp. Autre nouvelle dans le milieu hospitalier breton, mais voici une actualité plus positive. Plus de 130 millions d'euros sont investis dans l'hôpital de Morlaix. Plus de détails dans votre chronique La Bretagne en 5 infos de Benjamin Bréon. 133 millions d'euros, c'est la somme qui devrait être allouée à l'hôpital de Morlaix pour sa restructuration. Un montant colossal pour un projet ambitieux, déconstruction et reconstruction de l'EHPAD de Bélisal, démolition des ailes est et ouest du pôle médecine, chirurgie et obstétrique, regroupement de la psychiatrie. Le projet aurait été validé à la fois par la direction et par l'agence régionale de santé. Reste désormais, ce qui n'est pas en détail, à établir un plan de financement. Par ailleurs, le nouveau service des urgences de l'hôpital de Quimperlé a été inauguré ce mercredi matin. Il a nécessité 800 000 euros de travaux et sera opérationnel la semaine prochaine. Tout le monde dehors. L'hôtel de la Baie des Anges à Landéda, une véritable institution, a fermé ses portes ce mardi à 10h. Les salariés et les clients ont été priés par un huissier accompagné de gendarmes de quitter immédiatement les lieux. La fermeture est le résultat d'une longue procédure sur fond de séparation des deux associés. Plusieurs fonds d'investissement seraient sur les rangs pour une réouverture avant cet été. Mobilisation d'une centaine de cheminots ce mercredi à Morlaix. Après avoir manifesté bruyamment depuis le premier étage du viaduc dans la matinée, ils se sont rassemblés devant la gare, puis devant la permanence de la députée Sandrine Lefeur. Brest se met aux couleurs du Tour de France. Les premiers logos ont été posés sur le bitume ce mercredi matin en préparation de l'étape qui reliera Brest à Mur-de-Bretagne le jeudi 12 juillet. Une soixantaine d'entre eux seront installés et les deux cabines du téléphérique décorées pour l'occasion, l'une en jaune, l'autre en blanc à pois rouges. Enfin, la marche était un peu haute pour Evan Furness et Clara Burel, les deux jeunes Bretons engagés dans les qualifications pour le tableau principal de Roland-Garros. Le Pontivien s'est incliné ce mardi en 2-7 face au Serbe Christine, 200 places devant lui au classement ATP. Même punition ce mercredi pour la Pérosienne face à la Tchèque Krajcikova, mieux classée qu'elle de 800 places. Ce n'est sans doute que partie remise à l'an prochain.
consommation à présent et nous parlons des circuits courts. Un pêcheur de la Berry-le-Duth dans le Finistère propose d'expédier sa pêche en moins de 24 heures partout en France grâce à la plateforme internet Terroir Mon Amour. Les homards, par exemple, vous arrivent encore vivants dans votre boîte aux lettres. Reportage de Sophie Lecroisier. Il est 19h, c'est le retour de pêche pour le Loreley et son équipage. Parti depuis 2 heures du matin pour remonter les casiers au large d'Ouessant, l'heure est au déchargement des tourteaux et du homard. Une fois par semaine pendant la saison, Marc Baudouin prépare les commandes clients passées via la plateforme internet Terroir Mon Amour. Les bêtes sont placées dans ce carton puis expédiées en moins de 24 heures partout en France. Ça reste, oui, ça reste frais, il est sorti du bateau vivant, expédié directement du bateau vivant, donc forcément il reste frais. C'est un livreur qui vient chercher directement la marchandise directement au port. Pour garantir l'acheminement des produits de la pêche, en respectant la chaîne du froid, la jeune start-up Terroir Mon Amour a choisi Chronofresh. On a opté pour le transport le plus simple, à savoir celui par la poste. Donc c'est une filiale Chronofresh qui transporte les colis dans les mêmes camions que ceux qui transportent les chaussures, les livres ou autres achats faits sur Internet. Il y a des glacières dans les camions qui permettent d'expédier en fait directement aux consommateurs. La start-up n'a pas hésité à solliciter les chefs étoilés pour récolter les adresses de leurs meilleurs producteurs. Dans la dizaine d'agriculteurs et pêcheurs bretons qui ont choisi de faire confiance à la start-up, certains alimentent donc les tables étoilées bretonnes. La semaine dernière, 6000 personnes, salariés et élus, battaient le pavé à Paris devant le ministère de l'économie pour soutenir le projet d'indépendance de la banque Arkea, dont le siège est dans le Finistère, vis-à-vis du Crédit Mutuel. Mais alors, que pensent les clients de ce projet de scission? Didier Déniel les a rencontrés, c'est le duplex. Alors Didier, comment réagissent les clients du CMB Arkea face à cette guerre entre le Crédit Mutuel et sa filiale en région Arkea? Alors, beaucoup sont assez indifférents à ce qui se passe, ne montrent pas un intérêt particulier pour cette bagarre au sommet bancaire français. D'autres, ceux qui s'y intéressent, sont majoritairement pour Arkea dans cette lutte pour l'indépendance. Alors, on n'a pas senti on est allé à la sortie des agences, rencontrer véritablement les clients, des clients comme vous et moi, qui ne sont pas inquiets et qui n'envisagent pas, dans leur majorité, de changer de banque. Ils sont confiants dans l'avenir. Est-ce que les clients ont peur tout de même qu'il y ait une conséquence sur leur argent ou la gestion de leur portefeuille? Nous, on n'a pas senti ça. Le déclassement aussi à Arkea, en prenant son indépendance, descendrait quelques marches du panthéon bancaire français. Ça ne leur fait pas peur. Le fait que le groupe devienne plus petit ne leur fait pas peur, qu'il n'y ait pas cette puissance nationale derrière. Non, on n'a pas ressenti de crainte. Moi, je n'ai rencontré personne qui m'a dit « Demain, je prends mes avoirs, je prends mon argent et je le transfère dans un autre groupe bancaire ». On n'a pas vu ça. On a des gens aussi qui ont surtout dans leur Finistère, conscience de l'enjeu emploi de ce dossier-là et qui ne veulent pas, qui savent que des centaines de personnes travaillent au siège au Relais-Quéruillon et qui ont souvent même de la famille qui travaille là-dedans. Donc, naturellement, ils soutiennent le projet de scission. En tout cas, ce dossier continue, on va le suivre évidemment. Merci beaucoup Didier en tout cas pour toutes ces informations et votre reportage complet à paraître dans les prochains jours sur le Télégramme. Voilà à présent un projet original réalisé par des lycéens de la région pour leur baccalauréat. Ils ont dû réaliser un kart électrique. Alors avant de défendre leur engin à l'oral en juin, ils sont allés les présenter ce mercredi à la 2e édition du challenge inter-lycée breton de kart électrique. Une trentaine d'élèves étaient réunis à Pluméliau. Alors les bolides sont-ils au point? Reportage sur place de Karine Chevrolier. Bitume, mécanicien et kart, rien d'étonnant ce mercredi matin sur la piste de Pluméliau. Et pourtant, les tours s'enchaînent sans bruit. Il s'agit d'un challenge entre 5 lycées bretons. Leur mission, transformer un kart thermique en kart électrique. L'objectif c'était au niveau performance, accélération et vitesse de retrouver à peu près les performances d'un karting thermique. En temps, donc les élèves disposent d'à peu près une centaine d'heures pour réaliser leur projet. Donc on va vraiment de toute la partie conception jusqu'à la partie réalisation. Donc ils utilisent des outils numériques
représenter leur karting en 3 dimensions. Et puis ensuite, donc ils ont fait la partie réalisation. Et là aujourd'hui, on est dans la partie test. On va valider nos performances, quoi. Test de la vitesse ou encore de l'autonomie, pour ces élèves en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Le bouton de marche arrière ne fonctionnait plus, du coup on l'a réparé. Après on a fait des réglages de train, on a élargi le train arrière. Après on a fait un réglage du parallélisme afin d'avoir les roues droites. Et on a fini après par faire des réglages à l'aide de la console de commande pour pouvoir augmenter la vitesse en tours minutes. Et là on est surtout sur les réglages, donc on varie en fonction des tours minutes. Donc ce matin on a commencé à 3000 tours minutes et là on est rendu à 5000 tours minutes pour voir s'il va caler ou pas. Et pour l'instant ça se passe bien. Et les élèves n'ont pas à rougir de leur performance, avec pour certains des pointes à 80 km/h. Dans une semaine, ils présenteront chacun leur projet devant un jury pour une épreuve comptant coefficient 12 au bac. Nous allons maintenant à Saint-Marcel, dans le Morbihan, haut lieu de la résistance bretonne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le musée consacré à cette période va connaître une profonde mutation. C'est la dernière saison sous sa forme d'origine avant les travaux. Karine Chevrolier nous en dit plus. Le musée de la résistance bretonne, c'est 10 000 objets conservés. Mais depuis 1984, année de sa construction, le site n'a quasiment pas évolué et les visiteurs l'ont progressivement délaissé. Il est doté d'une scénographie un petit peu datée, l'infrastructure s'est abîmée, le parcours de visite n'a pas été renouvelé et plus généralement se pose la question d'une nouvelle génération de musée de la Résistance au moment où les derniers témoins et acteurs de cette période disparaissent les uns après les autres. Malheureusement, il est important de renouveler, de retrouver des lieux où on va pouvoir évoquer ces questions importantes. Et voici à quoi va ressembler le futur musée. Ambiance évoquant les Bretons de la France libre, écoute de la BBC, mais aussi intégration sur site de véhicules d'époque. L'idée est de redonner du sens aux différents objets exposés. Aujourd'hui, un des défauts de ce musée, c'est d'avoir des objets un petit peu anonymes. On ne sait pas à qui ils ont appartenu, pourquoi ils sont là, quelle est leur signification. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de choisir des objets incarnés qui ont une histoire, dont on connaît le propriétaire, dont on sait pourquoi ils sont rentrés dans les collections du musée. Une rénovation à 3 800 000 € financée par la région Bretagne et la communauté de communes de Loust-à-Brocéliande. Un mécénat culturel vient d'être lancé par ailleurs pour intégrer des espaces supplémentaires au projet. Objectif, atteindre les 50 000 visiteurs à l'année contre 15 000 aujourd'hui. Le but, c'est de rendre attractif effectivement ce territoire sous différents aspects. Bon, là, c'est l'aspect historique culturel. C'est un projet structurant, ambitieux. Et puis on a un devoir de mémoire. C'était important de le remettre en selle. Début des travaux en 2019 avec une inauguration officielle toute symbolique le 18 juin 2020 en référence à l'appel à la résistance française du général de Gaulle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Bonne soirée, à demain.